Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences maths et sciences physiques. On vient d'avoir la correction de devoir 5, la partie physique 3,75 points. Ce parti titulaire bac à décontation à flux horizontal. On s'intéresse d'étudier la migration d'une particule dans un liquide. C'est-à-dire, on s'intéresse d'avoir une devoir sur le chapitre chute d'une particule dans un fluide. Je commence par la partie 1 titulaire étude de la chute d'une particule dans un liquide visqueux. On prépare un mélange homogène constitué d'un liquide de masse volumique ρ1 est égal à 1,010 à la puissance 3 kg m-1 et de particules solides de forme sphérique de rayon R est égal à 2,0 fois 10 à la puissance -6 mètres. De masse volumique ρS est égal à 1,5 fois 10 à la puissance 3 kg m-cube. Et de masse M est égal à 5,0 fois 10 à la puissance -14 kg. On dispose, à la date T est égale à 0, une fine couche dont on néglige l'épaisseur de ce mélange homogène à la surface d'un récipient contenant le même liquide, à l'état pur que le mélange précédent. À partir de cet instant, les particules que l'on suppose initialement au repos se déplacent verticalement vers le fond du récipient. On suppose que la vitesse limite est suffisamment faible. Dans cette hypothèse, les particules sont soumises à leur point P vecteur à la poussée d'Archimède pi vecteur est égal à pi sur 3, moins 4pi sur 3 fois P fois R à la puissance 3 fois ρ1 fois G. Et une force de frottement F vecteur est égal à F fois V vecteur, où F vaut 3,1 fois 10 à la puissance -12 kg seconde -1 et représente le coefficient de frottement. Pour les données, G est égal à 9,80 Newton kg -1. Alors, pour étudier le mouvement de la particule, on se place dans un repère unidimensionnel d'axe OZ vertical et dirigé vers le bas, d'origine O, au niveau de la surface libre du liquide. Le schéma existe à droite, représente le montage. Donc, il est constitué de particules à T égale 0 à la surface de l'eau. À l'instant T, la particule atteint le milieu de ce récipient. La première question, c'est un 1. En effectuant une analyse dimensionnelle, vérifie que l'unité de coefficient de frottement est bien le kg seconde -1. Alors la réponse, ça coûte 0,25. L'analyse dimensionnelle pour vérifier que l'unité de coefficient de frottement a une unité kg seconde -1. D'abord, la définition de la force de frottement, F vecteur est égal à F fois V d'après le texte. Et sachant que F vaut une valeur de 3,1 fois 10 à la puissance -12 kg seconde -1 et représente le coefficient de frottement. Alors, l'expression de l'intensité de frottement F est égale F, petit f, c'est le coefficient, fois V. Nous, on s'intéresse d'avoir l'unité de coefficient de frottement, implique que petit f est égal la fraction de f sur V. Je change à l'analyse dimensionnelle, donc les symboles de l'analyse dimensionnelle de f est égal à l'analyse dimensionnelle de grand F sur l'analyse dimensionnelle de grand V. D'après la deuxième loi de Newton, je peux remplacer les forces, l'expression de la force, par un produit
de la masse fois l'accélération. Donc, implique que l'analyse dimensionnée de petit f est égale à l'analyse dimensionnée de petit m fois l'accélération divisé par la vitesse. Je peux remplacer aussi l'accélération par la vitesse sur t. Donc, ça donne m fois v divisé par t divisé par v. Donc, j'élimine un rapport, la fraction. Ça donne f est égal à m fois v divisé par v fois t. Je peux simplifier par la vitesse en haut et en bas. Donc, l'analyse dimensionnelle de f est égale à l'analyse dimensionnelle de petit m divisé par t. Je change petit m, c'est le symbole grand M. T, c'est le temps, c'est le symbole grand T, c'est la période. Donc, finalement, l'unité de f, c'est kg seconde moins 1. C'est la même unité de la question. La question 1.2, complétez la figure 1 en faisant figurer les forces s'exerçant sur la particule pendant sa chute à l'instant t. À l'instant t intermédiaire. Donc la réponse, ça coûte 0,25. Tout d'abord, je commence par système étudié. Entre les accolades, c'est la particule. Bilan des forces, d'après le texte, on a 3 forces. Première force, c'est le poids de la particule, nommé P, c'est vers le bas. Deuxième force, c'est la force de frottement. Grand F est également F fois V. C'est le sens inverse de mouvement. Ça représente par le rouge. Et la dernière, c'est la poussée d'Archimède. P est également P sur 3 fois P, R hausse 3 fois ρ1 fois G. Aussi le sens inverse de mouvement, c'est P en bleu vers le haut. C'est-à-dire une seule force vers le bas et deux forces vers le haut. Maintenant, on est à la troisième question, 1.3. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle relative à la vitesse de la particule s'écrit sous forme dérivée de Vg sur dt plus f sur m fois Vg est égal Gi, le rapport de ρs moins ρ1 divisé par ρs. Donc la réponse, ça coûte aussi 0,25. Donc montrer l'équation différentielle. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces est égale ma. Donc P plus F vecteur plus Pi est égal ma. La projection sur l'axe OZ, ça donne directement M fois J, moins F fois Vg, moins 4 sur 3 fois P hausse 3 fois ρ1 fois G est égal M dérivé de Vg sur dt. Donc je divise par M, la masse, et ça donne d de Vg sur dt est égal J moins F sur M fois J, moins 4 sur 3 fois pi R hausse 3, 4 sur 3 fois pi fois R hausse 3 fois ρ1 divisé par M fois J. Alors, je peux simplifier aussi, je déplace moins F sur M fois Vg vers à gauche, ça donne dérivé de Vg sur dt plus F sur M fois Vg est égal G moins le rapport de 4 sur 3 fois P R 3 fois ρ1 divisé par M fois J. Alors, je factorise par J, ça donne dVg sur dt plus F sur M fois Vg est égal G, entre parenthèses, 1 moins 4 sur 3 fois P fois R 3 fois ρ1 divisé par M. Alors, l'étape suivante, je rapproche de cette expression par la masse volumique du solide. Alors, ça donne dVg sur dt plus F sur M fois Vg est égal J, le rapport 1 moins ρ1 divisé par M divisé par le volume. C'est un volume, donc finalement, ça donne dVg sur dt plus F sur M fois J est égal J 1 moins ρ1 sur ρs. La dernière étape, donc, je multiplie par ρs, finalement, ça donne l'expression de Vg sur dt plus F sur M fois Vg est égal J, entre parenthèses, ρs moins ρ1 divisé par ρs. Maintenant, on lit à la question 4, 1.4. On déduire que la valeur de la vitesse limite atteinte
par les particules s'exprimer par la relation suivante. V limite est égal rho is moins rho 1 divisé par rho s fois m fois mg divisé par petit f. Puis on calcule sa valeur. Donc aussi, la réponse, ça coûte 0,25. On va montrer d'abord l'expression de la vitesse limite. Alors, si la vitesse de g atteint une valeur v limite, donc sa dérivée de vg sur dt est égale à la dérivée de v limite par rapport à d est égale à 0, c'est constante. Donc je retourne à l'expression de l'équation différentielle, dérivée de vg sur dt plus f sur m fois j, égale g moins rho s moins rho 1 divisé par rho s. Donc je remplace vg par v limite. Ça donne dérivée de v limite sur dt plus f sur m fois v limite est égal j, entre parenthèses rho s moins rho 1 divisé par rho is. Alors, dérivée de v limite par rapport à t, c'est égal à 0. Donc, implique que f sur m v limite est égal à j, rho s moins rho 1 divisé par rho s. Donc, nous, on cherche à déterminer l'expression de vitesse limite. Donc, vitesse limite est égal à g, fois l'inverse, c'est m sur f, entre parenthèses, rho is moins rho 1 divisé par rho is. Alors, c'est l'expression de la vitesse limite. La dernière étape, je remplace et je fais l'application numérique. G, c'est une valeur de 9,8. La masse de cette particule, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 14, c'est en kilogrammes. Le coefficient de frottement, petit f, c'est 3,1 fois 10 à la puissance moins 12, c'est en système international, fois 1 moins rho 1, c'est 1 10 à la puissance 3 kg mètre moins cube. Je le garde mètre moins cube. Et rho is 1,5 fois 10 à la puissance 3 kg mètre moins cube. Je peux le simplifier et je trouve la valeur finale de la vitesse limite pour cette particule, ou pour les particules, vont une valeur de 5,3 10 à la puissance moins 2 mètres seconde moins 1. Maintenant, on y à 1,5. La solution de l'équation différentielle établie à la question en 3 est de la forme Vg est égal V limite 1 moins exponentielle moins f sur m fois t. Déterminer la date t1 à partir de laquelle la valeur de la vitesse vaudra, c'est-à-dire atteint une valeur de 99% de la valeur de la vitesse limite. Aussi, la réponse, ça coûte 0,25. Alors, d'après l'expression de la vitesse de Vg, donc Vg est égal à V limite 1 moins exponentielle moins f sur m fois t. Nous, on s'intéresse à déterminer l'instant t. Donc, Vg limite, Vg à t1 est égal à V limite 1 moins exponentielle moins f sur m fois t1. Entre parenthèses. Donc, implique que Vg t1 sur V limite est égal à 1 moins exponentielle moins f sur m fois t1. Alors, Vj à t1, ça tient une valeur de 80%. Donc, V limite, c'est 100. Donc, ça donne 99 sur 100 est égal à 1 moins exponentielle moins f sur m fois t1. Je simplifie, je trouve que la valeur, c'est 99 sur 100 moins 1 est égal à moins exponentielle moins f sur m fois t1. Je multiplie par moins 1, ça donne 1 moins 99 divisé par 100 exponentielle moins f sur m fois t1. Et je calcule, je trouve 0,01 exponentielle moins f sur m fois t1. Je rentre la fonction i' à droite et à gauche, ça donne i' 0,01 est égal à i' exponentielle moins f sur m fois t1 à l'intérieur de l'extraire l'expression de t1. Donc, implique que ln 0,01 est égal à moins f sur m fois t1. Donc, t1 est égal à moins m divisé par f ln 10 à la puissance moins 2. Alors, ln exponentielle moins 2, 10 à la puissance moins 2, c'est 2, c'est moins 2. Donc, finalement, l'expression de t1 est égale à 2 m sur f. Et je fais les calculs. Je remplace m, c'est la masse, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 14. Et aussi petit f, c'est 3,1 fois 10 à la puissance moins 12. Finalement, l'instant
pour atteindre une valeur de 99%, c'est 7,4 10 à la puissance moins 2 secondes. La question insiste, une étude expérimentale a permis d'obtenir le graphe donné ci-après représentant les variations de la vitesse de la particule au cours de temps. Alors, cette courbe représente l'expression, les valeurs de vitesse en fonction de temps. Cette courbe représente que la vitesse augmente pour atteindre une valeur maximale ou valeur limite. La question petite a, déterminée par une méthode de votre choix, le temps caractéristique temps 1 de l'évolution de la vitesse. Alors, ça coûte vers 0,25. Ça représente la courbe, la tangente à t égale 0, vers le symptôme, c'est-à-dire la valeur maximale. Donc, je peux l'extraire facilement. Le temps 1 est égal à 16 millisecondes. La question B, décrire et nommer les phases de mouvement de la particule entre les instants t0 et t' 100 millisecondes. Alors la réponse, ça coûte 0,25. Ce courbe représente deux phases. Première phase, une phase transitoire. Ça commence entre t0 jusqu'à t80. Donc t80, c'est 80 millisecondes. À quelle raison? Toujours l'étape de transitoire, c'est 5 temps 1. Sachant que temps 1 est égal 16 millisecondes, je multiplie par 5, je trouve que 80. Donc ça représente en bleu 5 temps 1. Donc on constate que dans ce domaine, que la vitesse augmente au cours de temps pour atteindre une valeur maximale. Deuxième phase, on parle d'une phase permanente. Ça commence à partir de 80 millisecondes jusqu'à l'infini, où la vitesse reste constante au cours de temps. Maintenant, on y à la deuxième partie de cet exercice. On parle de l'application, c'est-à-dire modélisation d'un bac à décantation à flux horizontal. Le principe d'un bac à décantation à flux horizontal consiste à faire circuler à vitesse constante, vitesse horizontale, un courant d'eau contenant des particules de masse différentes dans un dispositif que l'on peut modéliser de façon suivante. Alors, le schéma qui existe à droite représente le schéma donc, qui contient normalement un bac de récupération au fond de la conduite, circulation de l'eau entrant, circulation de l'eau sortant, conduite parallélépipédique, surface libre de l'eau. Un schéma en bas représente le sens de vitesse horizontale et un repère au X ou Z. En fonction des particules, en fonction des caractéristiques des particules, on parle de la taille ou la masse, ces dernières font tomber au fond de bac en des endroits différents. On peut donc, par ce procédé, séparer les particules de nature différente contenant dans l'eau. On s'intéresse au mouvement d'une particule identique à celle de la partie 1, initialement à la surface de l'eau, à la cote z est égal à 0 et pénétrant dans un bac x est égal à 0, c'est-à-dire les coordonnées initiales x0 et z0, x et y, z est égal à 0. Alors le schéma qui existe à droite représente les coordonnées à t est égal à 0. Alors de 1, en imaginant que la particule reste à la surface de l'eau, quel est le temps T2 mettrait-elle pour parcourir la longueur de bac L est égal à 1 mètre si la vitesse de circulation d'eau est constante et la valeur VH est égale à 0,10 mètres seconde moins 1. Donc on cherche à déterminer le temps. Alors d'après l'expression de la vitesse horizontale, c'est la longueur divisée par τ2. Donc τ2 est égal à L sur VH. Je remplace la longueur, c'est 1 mètre, divisé par la vitesse,
Donc, taux 2 pour atteindre l'extrémité de ce bac, c'est 10 secondes. La question de 2, en comparant les valeurs de taux 1 déterminées à la question 1.6a et taux 2, justifie que l'on puisse considérer que la vitesse de la particule dans la conduite est égale V horizontale plus V limite, où V limite est la valeur de la vitesse limite atteinte en chute libre dans le fluide. Très important ces questions. Donc on peut d'abord décomposer le vecteur initial du chute de la particule par deux composantes. Donc V, la vitesse, c'est la somme de la vitesse verticale plus la vitesse horizontale. Sachant que V, c'est la vitesse de chute de particule, c'est-à-dire à cause de courant se déplace de la gauche vers la droite. Donc la vitesse de la chute de particules, c'est la somme de deux vitesses. Et VV, donc c'est la vitesse verticale, mouvement étudié précédent. On a déjà fait cette vitesse en absence de courant. VH, c'est la vitesse horizontale due au courant d'eau. Alors, taux 1 est égal à 6 millisecondes. C'est le temps nécessaire pour atteindre la vitesse limite, c'est 16 millisecondes. Taux 2 pour atteindre le côté de ce bac, c'est 10 secondes. Alors, si je compare, taux 1 est très inférieur à taux 2, donc la vitesse limite est donc atteinte très rapidement après l'entrée. Donc, on peut considérer que la vitesse verticale est égale à la vitesse limite. Donc, car normalement, taux 1 très inférieur à taux 2. Donc, je peux écrire que la vitesse globale de chute de particules, c'est la somme de vitesse horizontale plus la vitesse limite. La question de 3, en déduire de l'étude précédente les grandeurs cinétiques suivantes, c'est-à-dire les équations horaires, x en fonction de t, z en fonction de t. D'une autre manière, on peut compléter la dernière ligne de ce tableau. Alors le tableau contient l'accélération, la vitesse et la position. La projection selon OX, la projection suivant OZ. Donc la réponse, ça coûte 0,5. D'après les conditions initiales, donc x0 est égal à 0, c'est l'origine, z0 est égal à z0, et vx0, c'est c'est la vitesse horizontale. Vz0, c'est la vitesse limite d'après la question précédente. Donc l'accélération AX est égale à 0, AZ est égal à 0, implique que la dérivée de Vx sur dt est égale à 0 et la vitesse de Vz sur dt est égale à 0 par l'intégrale. Donc par l'intégration, donc Vx est égal à Vx0, Vz est égal à Vz0. Donc Vx0 et Vz0, ce sont des conditions initiales. Donc Vx est égal à Vh, V horizontale, et Vz. Donc Vz, c'est V limite. Une deuxième intégrale, donc la dérivée de x sur dt est égale à Vh, d de z sur dt est égal à V limite. Donc dx sur dx est égal à Vh dt, dz est égal à V limite dt. Donc par l'intégrale, on trouve que x est égal à Vh fois t plus x0 et z est égal à V limite fois t plus z0. Donc les conditions initiales, x0 et z0 égale 0. Donc les équations horaires, x est égal à Vh fois t, c'est horizontal, et Vz est égal à V limite fois t. La question de 4, on déduire que la trajectoire z en fonction du x est une droite de coefficient directeur alpha est égal à mj fois 1 moins ρ1 sur ρs divisé par v fois v horizontal. Alors, dernier résultat, si x est égal à vh fois t, je peux déduire t, ça donne x sur vh, et je le remplace dans la deuxième expression. Donc z est égal à v limite fois t, je remplace t. Donc z est égal à v limite fois x divisé par vh. Alors finalement, z est égal à v limite sur vh fois x. D'après le résultat de la première partie de cet exercice, on a déjà déterminé l'expression de v limite. Donc v limite est égal à g fois m divisé par f, entre parenthèses 1 moins ρ1 divisé par ρs. Je remplace, je trouve que z est égal à j fois m divisé par f
1 moins ρ1 divisé par ρs VH fois x. Je peux simplifier, je trouve que z est égal à mj 1 moins ρ1 sur ρx divisé par f fois VH fois x. Donc c'est un coefficient de direction, donc z est égal à alpha fois x. Finalement, le coefficient a une expression de mj 1 moins ρ1 divisé par ρx divisé par divisé par f fois VH. 2,5. En réalité, les particules ne sont pas toutes identiques. Bien sûr, elles sont caractérisées par leur masse, petite m. Calcule la valeur de la masse mc, c'est-à-dire ces particules, de la particule pour que cette dernière tombe dans le bac à récupération au point de coordonnées xl et z est égal à h0 est égal à 0,54 mètres. Donc ça coûte 0,25. Donc d'après l'expression précédente, donc l'équation z est égal à mj 1 moins ρ1 divisé par ρs divisé par m fois vh fois x. X c'est L, et z est égal à h0 et la masse est égale à mc. Je remplace z par h0 et je remplace m par mc et je remplace aussi x par L. Donc, je peux déduire l'expression de mc. Donc, c'est h0 divisé par le rapport. Et je peux simplifier aussi mc est égal à h0 fois m vh divisé par g fois L 1 moins ρ1 divisé par ρs. Et je remplace toutes les expressions. Je remplace h0. h0, c'est une valeur de 0,54. Je remplace aussi la vitesse horizontale. C'est 0,10. Je remplace aussi toutes les expressions où je trouve que la masse de cette particule qui tombe à des coordonnées x, l et z h0 a une valeur de 5,1 fois 10 à la puissance moins 14 kg. Finalement, c'est la dernière question du 6. Dans quelle zone vont tomber les particules de masse m et de même masse volumique OS? Cm inférieur à mc et Cm supérieur à mc. Justifiez votre réponse. Alors, les différentes particules de même masse volumique tombent au fond de la conduite du point de côté z est égal à h0. Alors, l'expression de l'équation de trajectoire z est égal à h0 est égal à mg 1 moins ρ1 divisé par os f fois vh fois x. On cherche à déterminer l'expression de la position, donc x est égal à h0 divisé par mj 1 moins ρ1 divisé par os divisé par f fois vh. Alors, on constate que plus m augmente, plus x diminue. C'est très important, c'est plus la masse augmente, plus x diminue. C'est logique, cette expression, c'est la masse augmente et plus x diminue. Alors, donc Cm inférieur à mc. Alors, x supérieur à L, les particules tombent à droite de la particule de mc hors de bac de récupération. C'est-à-dire, c'est la masse inférieure à mc. Par contre, c'est m supérieur à mc. Alors, x inférieur à z. Donc, les particules tombent dans le bac de récupération à gauche de la particule de masse mc. C'est très important. Ça, c'est notre objectif dans cet exercice très important, cet exercice pour les sciences maths, au niveau de l'analyse et d'interprétation. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres pour mieux comprendre la physique. Merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah.